Bonsoir, moi je m'appelle Margot, j'ai plusieurs vies déjà parce que j'ai été entrepreneur. Maintenant je travaille pour une institution qui s'appelle HEC, j'ai fait ma deuxième rentrée il y a quelques semaines et je suis entrepreneur in résidence, ce qui veut dire concrètement que je suis toujours entrepreneur mais que j'ai un bureau et un numéro de téléphone fixe, même si je ne suis pas sûre de le connaître. Donc ce dont je viens vous parler aujourd'hui c'est d'éducation, mais d'éducation abordable. Et c'est en fait un projet de thèse que j'ai voulu faire il y a quelques mois avant de retourner sur ce beau campus de Juan-Josas. Et c'est aussi des questions que je m'étais posées et pour lesquelles j'ai pu trouver quelques éléments de réponse dans différents pays que j'ai eu la grande chance de visiter. Parce que donc j'ai fondé une société après HEC qui s'appelait Omengo, qui était une société dans l'open data, donc dans les premières sociétés à réutiliser de l'open data dans un cadre d'immobilier. J'ai arrêté il y a 6 mois et au lieu de rester à Paris, je me suis dit que j'irais bien voir ce qui se passait au Kenya. Donc je suis allée voir au Kenya, j'étais censée rester 2 semaines, je suis finalement restée plus d'un mois. Ensuite je suis revenue en France, je me suis dit que je n'avais pas découvert assez de choses autour de ça et que finalement ce qui m'intéressait vraiment dans les nouvelles technologies c'était l'aspect ludique et l'aspect outil de ce qu'on pouvait faire avec cette technologie et l'impact que ça avait autour de soi. Je suis donc repartie en Asie. Je suis revenue et c'est là où je me suis dit qu'en fait j'avais encore envie de repartir. Et j'ai passé 2 mois en Amérique du Sud, passé un peu de temps en Argentine, au Brésil, en Colombie et au Venezuela. Le Venezuela, c'était pas une bonne idée, mais c'est un autre sujet. Et c'est en fait des cas, c'était une bonne idée un peu pour des raisons que je n'avais pas forcément imaginées, mais c'est à chaque fois des situations extrêmement extrêmes, c'est des situations extrêmes dans lesquelles l'usage des technologies est toujours beaucoup plus malin que ce qu'on peut imaginer et qui est beaucoup plus efficient, qui est un peu aujourd'hui le sens de ma réflexion. Donc, pour reprendre, donc ça c'était un peu l'image globale. Donc j'ai passé un petit peu de temps en tant qu'entrepreneur et on était dans une structure qui s'appelle le camping, qui était dans le Palais Brognard et qui maintenant fait partie du Nouma, qui est donc ce beau bâtiment de 6 étages qui était ouvert il y a quelques mois par Silicon Sentier, que je vous invite à voir si vous ne me connaissez pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris au camping ? J'ai appris qu'une idée, ça valait pas grand-chose et que ce qui était important, c'est de l'exécuter et de l'exécuter de manière pertinente, d'aller chercher des clients, d'aller chercher des gens qui pourraient rendre n'importe quel business un peu durable. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation, c'est une problématique que j'ai toujours eu à cœur, parce que dès que j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation, on m'a dit ah bah c'est cool, du coup tu vas pouvoir demander des subventions et ça va être bien. Bah non, je pense que dans ces cas-là, il faut choisir entre BA et CA. Et il y a peut-être des éléments à faire pour aller vendre une première expertise. Et on va y revenir après. Donc, le premier message là-dessus, c'est que c'est pas parce qu'on travaille dans l'éducation qu'il n'y a pas forcément de revenus, parce qu'il y a de la valeur. Et on peut avoir des clients derrière, même si c'est pas forcément extrêmement évident. Surtout que c'est une question assez délicate quand on parle de pays en voie de développement et qu'on a une vision très humanitaire de la question. Donc, je suis sortie de ce camping pour entrer dans un autre, qui était légèrement plus simple. Parce que cette photo, en fait, c'est une photo que j'ai prise en Ouganda, où je suis allée voir en fait, et rencontrer des entrepreneurs qui faisaient des choses absolument formidables uniquement avec des SMS. Et c'est vrai que les SMS, quand on en parle en France, on se dit « Ah, mais c'est cool, mais maintenant, il y a des notifications push. » Et en fait, c'est un peu l'équivalent. Et c'est tout un écosystème qui se construit parfois autour de ça. Donc, j'ai continué un peu dans la situation extrême, parce que je suis ensuite allée dans d'autres pays. Et finalement, la question qui m'a intéressée assez rapidement, c'est quel est l'impact des nouvelles technologies dans l'éducation et comment est-ce qu'on peut se servir de ces nouvelles technologies dans plusieurs de leurs aspects pour donner accès à de l'information et de manière un petit peu plus articulée dans l'éducation. Et la meilleure solution que j'ai pu trouver, c'est d'aller sur place pour voir ce qui se passait quand on mélangeait les deux. Donc au lieu de vous faire un journal de bord, je vais vous raconter plusieurs histoires qui mettent un peu en lumière des choses que j'ai pu comprendre. Et je me place vraiment comme une observatrice et non pas comme une experte sur la question, même si c'est un peu la position qu'on me donne aujourd'hui. Donc je vais commencer par une première histoire qui est en fait au Kenya. Donc au Kenya, 95% de la population a accès à un téléphone mobile. Donc bien sûr, ce n'est pas les smartphones qu'on a presque tous dans cette salle, j'imagine, mais c'est parfois des téléphones qui sont extrêmement simples, mais qui fonctionnent extrêmement bien. Parce qu'il y a tout un écosystème qui est construit autour de ça, donc je vous parlais du SMS. Il y a des choses dynamiques qu'on a peut-être oubliées, mais qui étaient dans les 3310, qui sont en fait un service qui s'appelle USSD, qui est un SMS interactif. Et il y a une start-up qui s'appelle Enesa Education,
qui a eu l'idée extrêmement maligne de se dire nous, on va utiliser des SMS pour faire du soutien scolaire. C'est-à-dire, vous pouvez aller à l'école, mais peut-être pas tous les jours. Comme tous les enfants du monde, vous êtes stressés avant les contrôles. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de pouvoir répondre à des petits quiz A, B, C ou D uniquement par SMS. Donc, c'est aujourd'hui une start-up qui est particulièrement suivie parce qu'ils ont réussi à transformer tout ce cursus en petits SMS. Et c'est pas du tout aussi low-tech qu'on imagine, enfin aussi abordable qu'on imagine, parce que derrière, les professeurs, mais aussi les écoles, peuvent en fait reconstituer tous les progrès des étudiants et voir les points sur lesquels ils pêchent. Parce que quand on s'inscrit, et j'ai pu faire le test en achetant un téléphone là-bas, on va renseigner son école, on va renseigner son niveau, et on va pouvoir suivre les progrès. Donc j'ai raté plusieurs fois l'arrêt de bus parce que je jouais avec les applications, mais c'est extrêmement intéressant. Le deuxième exemple, c'est un exemple qui vient de cette région-là. Donc ça, en fait, c'est une photo que j'ai prise tout en haut de Rosina, qui est considérée comme l'une des pires favelas au Brésil. Donc c'est à Rio. Donc au-delà de la caractéristique d'avoir une vue absolument magnifique sur la ville, c'est aussi un terreau extrêmement fertile pour toutes les innovations. Et il y en a deux qui en sont sortis. Deux majeurs qui en sont sortis. La première, c'est une start-up qui s'appelle Endless Mobile, qui est en train de révolutionner la manière dont on accède à Internet et dont on s'approprie des desktops avec des processeurs uniquement axés sur les mobiles. Donc on utilise la puissance de certains mobiles pour avoir accès à des systèmes d'exploitation qui sont beaucoup plus complexes. Et l'autre, c'est en fait une association, enfin plutôt une non-profit, qui a été créée il y a 20 ans, qui s'appelle CDI. Donc CDI, c'est le Centre pour l'inclusion par le digital, qui a été lancé par Rodrigo Baggio en 1995 et qui aujourd'hui a eu un impact sur 1,5 million d'enfants. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se servent des nouvelles technologies comme d'un moyen pour leur montrer que finalement, tout simplement, le monde leur appartient et que quand ils ont un problème, la violence n'est pas du tout la seule réponse, mais qu'ils peuvent apprendre à servir des nouvelles technologies pour monter une petite vidéo, par exemple, pour dénoncer une situation, pour monter un petit documentaire pour le partager avec le plus grand nombre, et que finalement, ces nouvelles technologies n'ont de sens que quand on en a un réel usage. Et donc aujourd'hui, ils sont dans 13 pays différents. Et d'ailleurs, Rodrigo Baggio est en ce moment en Europe, et je vous invite à le contacter parce qu'il est extrêmement intéressant. Le troisième exemple, toujours un peu sur ce modèle de la favela, ça c'est une ville. Est-ce que vous connaissez ce monument ? C'est en fait une bibliothèque qui s'appelle la Biblioteca Parque España, qui est à Medellín. Donc Medellín, c'est une ville qui est tristement connue initialement pour son trafic de drogue, pour Pablo Escobar. Mais c'est une ville qui est absolument bluffante au niveau des nouvelles technologies et au niveau du renouvellement qu'il y a eu dans la ville depuis une quinzaine d'années. Il y a eu un renouvellement sur 2 axes. Le premier, c'est sur l'architecture. Il y avait plein d'endroits dans la ville où personne n'a osé aller. Donc la municipalité a décidé de raser les places et de mettre des œuvres d'art. Donc il y a par exemple de très belles œuvres d'art quand vous vous promenez et vous vous demandez ce qui se passe un petit peu. Et l'autre, c'est l'éducation. Et c'est un renouveau qui est vraiment passé par des bibliothèques. Donc cette bibliothèque-là, par exemple, repose donc sur 3 piliers. Le premier, qui est le pilier à gauche, qui va être un amphithéâtre, dans lequel n'importe qui de la communauté peut organiser une pièce de théâtre, une rencontre intergénérationnelle, ou même n'importe quelle autre manifestation qui vise à mettre les membres de la communauté ensemble. La deuxième, ça va être une énorme bibliothèque, et aussi une bibliothèque numérique dans laquelle on apprend aux enfants à se servir d'un ordinateur, mais aussi à collaborer autour de ça. Et le troisième, ça va être de la formation. Et ça va être notamment l'endroit où Ruta est née, qui est une association qui est extrêmement intéressante à Medellín, a développé un programme qui s'appelle Interchange. Et c'est un programme intéressant qui repose sur un truc très simple, Google Hangout. C'est-à-dire aujourd'hui, ils se disent qu'il y a plein de compétences qu'ils n'ont pas, et au lieu de s'en lamenter, ils vont les chercher. Ils leur disent, écoutez, on a une quinzaine d'enfants qui se posent des questions sur les neurosciences. Vous qui êtes dans tel pays, est-ce que ça vous dirait de leur apprendre des choses ? Vous restez chez vous, on reste chez nous. On a un éducateur du côté de cette bibliothèque qui va les recruter et qui va montrer aussi que l'éducation, ça peut être intéressant parce que ça ouvre complètement l'esprit. Et c'est un programme qui aujourd'hui vaut virtuellement rien, parce que les personnes sont bénévoles, les enfants sont recrutés et c'est du temps qui ne passe pas dans la rue. Donc autour de ces 3 petits exemples, on peut se demander finalement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui permet dans ce genre de situation d'avoir un apport de la technologie que nous n'arrivons pas forcément à percevoir dans nos sociétés. Et en fait, ce dont je me suis aperçue assez humblement, c'est que finalement, ce qui marche, c'est quand c'est affordable. Donc, c'est pas du low-tech, parce que le low-tech, c'est toujours relatif.
Et finalement, c'est toujours low-tech par rapport à quelque chose qui est considéré comme étant plus high-tech. Mais ce qui est intéressant, c'est quand cette technologie est à la fois accessible financièrement, mais aussi physiquement. Parce qu'on a beau avoir la meilleure technologie du monde, il faut pouvoir y accéder. Et je vous parlais tout à l'heure du SMS. Le SMS, c'est la première matière première aujourd'hui au niveau de la technologie. Ça a été normé pour la première fois en 1985. Et il y a 3,5 milliards de personnes qui utilisent des SMS. Donc pour mémoire, il y en a 2/3 qui ont accès à des toilettes. C'est assez frappant. Donc il faut que cette technologie soit accessible. Et j'ai commencé à réfléchir à une première typologie qui est sur 3 points. C'est-à-dire que cette accessibilité, elle doit être sur tout ce qui est contenu, contenant, mais aussi distribution. Donc le contenant, on va y revenir, il y a les MOOC, mais il n'y a surtout pas que les MOOC, parce que les MOOC, on en parle, et en fait, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Il y a tout ce qui est contenant, donc les MOOC, ça va être le contenu. Le contenant, ça va être tout ce qui va être tablette à bas coût, par exemple, mais aussi Raspberry Pi, mais aussi Arduino. Il y a plein de systèmes qui permettent vraiment d'imaginer et de rendre les systèmes éducatifs sur mesure. Et c'est ce qui est aujourd'hui très intéressant. Et la distribution, ça va être tout ce qui est SMS, mais ça va aussi être, par exemple, tout ce qui est carte SD. Parce que pour nous, une carte SD, c'est juste un truc qu'on met dans un appareil photo et qu'on oublie de décharger et que probablement on perd au bout d'un moment. C'est une manière de diffuser de l'information. On peut, par exemple, j'ai eu plusieurs échos d'histoires d'éducateurs qui se débrouillaient pour avoir les derniers cours de la Khan Academy sur carte SD, qui pouvaient ainsi passer. Il y a aussi des choses hyper intéressantes au niveau du Wi-Fi. On peut se servir d'un Wi-Fi et mettre énormément de contenu dessus pour le déployer de manière un peu intéressante. Donc très concrètement, cette technologie et ce hook, en anglais, c'est la technologie qui est déjà sur place. Et c'est pour ça que ça peut être en effet aussi simple qu'un SMS. Donc si on prend le modèle à l'envers et qu'on se demande comment on peut s'approprier ces innovations et quel est l'impact, on peut se demander le choix qu'on a. Et aujourd'hui, le choix qu'on a, il est en fait multiple. Parce qu'on est on est aujourd'hui dans une situation qui est celle de la long tail of education. Donc je ne sais pas si vous connaissez la formule de Chris Anderson, qui dit qu'on est dans une long tail of e-commerce. Donc ça veut dire que grâce à Internet, virtuellement sur un site de e-commerce, on n'a pas la limite physique des étagères. C'est pareil dans les écoles. Dans les écoles, on peut avoir autant de contenu qu'on veut, et je pense qu'on aura largement l'occasion d'y revenir. Et ça veut dire que où qu'on soit, on peut avoir accès à des cours qui sont ouverts, et on peut arriver à paramétrer ces cours en fonction de ce qu'on veut. Donc une manière assez simple de le voir, c'est comme des Lego. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous voulez prototyper votre éducation pour arriver à mieux comprendre une situation donnée, vous allez pouvoir faire un module à gauche, faire un module à droite, et ça repose évidemment la question des acteurs plus traditionnels. Et d'ailleurs, je regardais pas plus tard que tout à l'heure, il y a maintenant même des sites qui permettent d'homologuer des parcours. Donc on va vous faire, par exemple, un cours sur Coursera, sur une université, ensuite une autre application qui est corrélaire à ça. Et ça veut dire que virtuellement, on a accès à toute l'éducation et qu'il va falloir vraiment tout repenser. Et je trouve ça assez ironique, justement, mais très complémentaire de travailler pour une école de commerce à ce moment-là. Parce que ça veut dire que nos cursus sont plus que jamais transdisciplinaires et on peut les compléter avec d'autres écoles, même à distance. C'est mon téléphone, je suis désolée. Et la troisième conséquence de ça, c'est que ces outils, et le contenu en fait partie, il faut qu'ils soient vraiment produits localement. Parce que tout l'enjeu et toute la beauté de cette digitalisation de la connaissance et de l'éducation, c'est qu'on peut arriver à s'approprier et à la partager. Donc il y a un exemple que j'ai pu voir qui est en Argentine. En Argentine, ils ont compris qu'il y avait des zones qui étaient beaucoup trop reculées pour envoyer des professeurs et que ça menait en fait à des drames sociaux parce qu'il y avait un gros déséquilibre entre les enfants qui vivaient au fin fond de la Pampa et les enfants qui vivaient à Buenos Aires. Et la mairie de Buenos Aires est en train d'investir massivement pour avoir des modules qui soient digitalisés pour avoir beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire le cours que vous utilisez à Buenos Aires, il va être facturé en fait à des enfants qui peuvent se le payer. Et une fois qu'il est en ligne, il est beaucoup plus simple de travailler sur la distribution plutôt que sur la production du contenu. Et dans certaines économies, ce à quoi on assiste, c'est vraiment un leapfrog dans l'éducation. C'est-à-dire on parle aujourd'hui beaucoup de leapfrog pour parler des téléphones mobiles en Afrique et pour désigner assez classiquement ce saute-mouton, puisque c'est ce que ça veut dire en anglais, avec les lignes mobiles, avec les lignes fixes, c'est-à-dire vous allez directement avoir un téléphone mobile et vous n'allez pas avoir un téléphone comme ce qu'on a pu avoir il y a quelques années. C'est pareil dans l'éducation. Vous allez passer de pas d'école du tout à une école avec tous les contenus, ce qui est
extrêmement intéressant. Et un modèle en fait qui va arriver à prendre les 3 composantes que je viens de distinguer, c'est un modèle qui s'appelle Bridge Academy. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce modèle. Bridge Academy, en fait, c'est le Starbucks de l'éducation. Et la formule est volontairement un peu provocatrice, mais c'est un modèle qui est développé au Kenya et qui est vraiment pensé pour scaler non seulement sur le contenu, mais aussi sur le contenant et sur la distribution. C'est-à-dire, le programme est pensé en amont. Il est ensuite découpé en plein de petits modules, mis dans les tablettes qui ne sont surtout pas du côté des étudiants et des enfants comme One Laptop Per Child, parce qu'il y a des taux de casse qui sont absolument énormes et que c'est des programmes qui coûtent très cher. Mais on va donner ce device aux enseignants qui peuvent ensuite aller débloquer de manière ad hoc les étudiants quand ils ont des soucis. Donc ça veut dire que dès qu'on développe un module spécifique pour un point de blocage, n'importe quel autre enfant dans une autre école peut aussi y accéder. Et c'est un modèle qui fait ses preuves, qui coûte 5 $ par mois pour les enfants. Donc, là même sur le modèle éducatif, on n'est pas du tout sur la subvention, mais on est sur un modèle viable. Et en 2 ans et demi, il y a plus de 250 écoles qui ont été ouvertes. Et quand je suis tombée sur ce modèle au mois d'octobre et novembre, il y avait 45 000 étudiants qui étaient formés quotidiennement. Et tout à l'heure, quand je suis allée voir sur le site pour prendre le logo, il y avait plus de 80 000. Et leur objectif est d'arriver à former 10 millions d'étudiants et 10 millions d'enfants. Et c'est sans doute une manière très intéressante de le voir parce qu'on part vraiment du bas. C'est-à-dire on a une approche très bottom of the pyramid et on le fait remonter vers les niveaux du dessus. Et aujourd'hui, on commence avec les enfants, mais on peut très bien continuer ça avec des langues qui sont plus massives que le Swahili, qui est la langue d'enseignement dans cette zone-là, et se dire, par exemple, demain, on peut lancer la même chose en Inde, avec virtuellement 1,4 million d'enfants qui parlent un anglais approximatif, mais qui pourraient... 1,4 million de personnes, pardon, mais qui pourraient en bénéficier. Donc ces innovations, aujourd'hui, elles sont partout à travers le monde, et je continue parce que je parle aussi beaucoup. Elles sont partout à travers le monde, et c'est un peu l'objet de mon projet. Donc je voulais au début faire une thèse là-dessus, pour arriver à voir l'impact qu'avaient certaines de ces innovations, et dans quelle mesure est-ce que les best practices étaient utilisables dans nos économies qui sont dites plus développées. En vrai, on est beaucoup moins efficient, donc c'est vrai qu'il faut peut-être penser le modèle à l'envers. Et c'est pour ça que je me lance dans un projet qui est aujourd'hui un projet de côté qui s'appelle Low Code Academy. Donc lowcodeacademy.org, c'est la plateforme sur laquelle tous ces projets vont être recensés pour arriver à en extraire les best practices. Donc l'objectif, c'est de crowdsourcer avec des observateurs locaux, parce que l'idée, c'est surtout pas de faire ça de Paris, sinon ce serait complètement contradictoire, toutes ces innovations et toutes ces utilisations autour des technologies dites efficientes. Donc c'est un appel, on est complètement dans le thème parce que c'est de l'open contribution avec des observateurs qui sera bientôt lancé. Donc si le projet vous intéresse, vous pouvez laisser votre email sur localacademy.org. Il y aura aussi, et c'est là où c'est une question de modèle, un pendant qui sera un pendant for profit, dont le but sera de montrer aussi qu'il y a des innovations qui sont payantes, qui peuvent en sortir, mais dans lequel une somme sera toujours réinvestie pour que localacademy.org reste gratuit. Et un petit détail justement, donc ça c'est le logo. Le logo qui en fait raconte beaucoup de choses. Donc le logo est en fait se veut vraiment écrit au crayon, à la craie sur un tableau, parce que c'est une des choses les plus couramment admises dans l'éducation. Et donc on peut voir que les deux L sont en fait le parallèle, pour montrer qu'il faut faire le parallèle entre ce qui existe pour arriver à en tirer les meilleures practices. Et quand on se tord un peu le cerveau et qu'on retourne le logo, on arrive à voir All à l'envers. Ouais, faut qu'on rebosse dessus. Hein. C'est pour ça que je le mets à la fin, pour pas tous vous perdre. Mais l'idée et la philosophie, même si le logo est un peu à retravailler, c'est de montrer que quand on renverse le modèle, on arrive à avoir l'exhaustivité.